Eh bien, écoutez, on va démarrer donc ce deuxième débat sur l'eau. On dit toujours que l'eau, c'est la vie, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et je remercie les quatre intervenants pour leur présence et leur intervention. Et j'ai pris aussi plaisir, comme dans le précédent débat, à préparer avec eux. Donc, Thierry Burlot, président du Cercle français de l'eau et président de l'agence Loire-Bretagne. Merci à Aude Witten, qui est venue de Toulouse et qui est directrice générale adjointe programme de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Michel Raffray, vous êtes président du ZAEP 22. Et Emmanuel Durand, directeur régional de la SOR. Et merci aussi donc à Nicole Auger, qui est maire adjointe de Plaintel, qui sera donc grand témoin pour ce débat. Donc je vais donner la parole tout de suite à Thierry Burlot, qui va intervenir bien sûr sur la préservation de l'eau, qui n'est pas une ressource inépuisable, on a eu l'occasion un peu de préparer ensemble, et puis bien sûr sur les solutions et l'action de l'agence Loire-Bretagne. À toi Thierry. Bonjour à tous et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Dominique Ramard a dit quelque chose d'important tout à l'heure, il a dit sans énergie, évidemment, on n'y arrivera pas, mais sans eau, on ne peut pas produire d'énergie non plus. Et la première chose dont il faut disposer, c'est d'une eau. Alors je vais essayer très rapidement de vous parler de la Bretagne et de l'eau en Bretagne. Et de vous dire qu'on est face à un dossier d'une importance considérable. La Bretagne, c'est le massif armoricain. C'est une roche très dure. Du granit, des schistes, des grès. Et cette région armoricaine a de la chance, elle est bien arrosée. Car il pleut à peu près plus d'1 mètre d'eau partout en Bretagne, enfin en moyenne. Et jusqu'à présent, le problème de la quantité d'eau n'a jamais été posé, ou si peu. Et le massif armoricain, il a une particularité, c'est qu'il ne garde pas l'eau. Parce que la roche est trop dure. Et donc on n'a pas de nappe phréatique. Et ça, c'est une vulnérabilité importante, et c'est une spécificité importante. Ça veut dire que quand il pleut, ça va très vite à la mer, si je puis dire. Il y a une deuxième particularité en Bretagne, c'est que toute l'eau qui tombe en Bretagne s'infiltre en Bretagne, s'écoule en Bretagne et se jette en Bretagne. Et quand l'eau tombe, normalement, elle est encore de qualité. Donc si elle arrive dans nos estuaires et qu'elle est dégradée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à terre. Et ça nous ramène à une chose très simple, la responsabilité de la dégradation ou de la non-dégradation de la qualité de l'eau des fleuves en Bretagne est de la responsabilité unique des Bretons et des Bretonnes. Et c'est le développement économique de la Bretagne et l'aménagement de la Bretagne qui fait la qualité de l'eau des rivières de Bretagne. Alors, en France, 70% de l'eau que vous utilisez, l'eau potable, vient des nappes phréatiques et 30% des rivières. En Bretagne, c'est l'inverse. 70 à 80% de l'eau que vous utilisez vient des rivières. Et il y a les prises d'eau en rivière pour le potable sur quasiment tous les fleuves bretons. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il n'y a pas de grands fleuves en Bretagne. Il n'y a que des petits fleuves. À la différence de la Loire, par exemple, on n'a que des petits fleuves qui naissent en Bretagne et qui s'écoulent en Bretagne. Ils sont tous d'ailleurs à peu près tous nord-sud. Alors quand vous regardez l'état des masses d'eau en Bretagne aujourd'hui, première surprise, alors j'ai oublié de vous dire ça, mais j'essaye d'aller un peu vite, mais historiquement c'est la Bretagne qui a été la première touchée sur les questions de nitrates, etc., pour la raison que je viens de vous dire. C'est que comme on était très vulnérable, et que ça allait très vite, on a été les premiers touchés. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas touchés aujourd'hui, mais sur des nappes plus profondes, et là c'est une autre dimension. Bon, aujourd'hui, quand on regarde l'état des masses d'eau en France et en Bretagne, premier constat, c'est incroyable, mais c'est comme ça, c'est quasiment en Bretagne qu'on a le meilleur état des masses d'eau, au titre de la directive cadre européenne sur l'eau. C'est très surprenant, hein.
Vous dites, et on est à peu près à 40% de conformité. Donc 60% de non-conformité. Mais 40% de conformité. Et quand vous regardez la carte de la Bretagne, vous regardez cette carte et vous voyez qu'il y a 70% des conformités en Finistère et que vous descendez à 3% de conformité en Ille-et-Vilaine. Dans la même Bretagne. Bah, tout simplement parce qu'il pleut 1,20 m en Finistère et moins de 600 mm à Rennes. Donc moins il y a d'eau, moins il y a de dilution, et pour la même pression, bah, évidemment, vous n'avez pas la même qualité dans le fleuve. Donc l'eau la plus dégradée aujourd'hui, l'état des masses d'eau le plus dégradé, il est en Ille-et-Vilaine. Plus vous descendez, plus c'est compliqué. État des masses d'eau, Pays de la Loire, région, 11% des masses d'eau conformes. 2% des masses d'eau conformes en Loire-Atlantique. 1% des masses d'eau conformes en Vendée. C'est-à-dire que plus vous descendez, moins il y a d'eau, plus c'est dur. Aujourd'hui, sans eau, pas d'électricité. Je disais ça, Dominique, 80% de l'énergie a besoin d'eau, que ce soit pour refroidir les centrales nucléaires, produire de l'hydroélectricité, etc. Donc vous imaginez que ce qu'on a vécu cet été, ça commence à inquiéter, quoi. Parce que la première ressource naturelle impactée par le dérèglement climatique, c'est l'eau. Et ce qu'on a vécu cet été avec canicule, sécheresse, jamais vécu en Bretagne, bah malheureusement, ce sont des épisodes qui vont se reproduire régulièrement. Et aujourd'hui, on a des cours d'eau, notamment à l'est du département, de la région, qui se sont asséchés. Il n'y a plus d'eau. Donc plus d'eau, difficulté de prélèvement pour les activités humaines. Vous avez besoin d'eau en agriculture, vous avez besoin d'eau en industrie, vous avez besoin d'eau potable, vous avez besoin d'eau partout. Et ce qui faisait la force de la Bretagne, c'est son accès à l'eau qui était facile. Et cette ressource qu'on considérait comme inépuisable. Et là, on est en train de se rendre compte que même en Bretagne, on va vivre des périodes de sécheresse, de tension, de canicule et toutes les conséquences. Et que cette eau, il va falloir la partager. Alors, juste quelques exemples de cet été, ce qui s'est passé. On a failli couper l'eau à Nantes. 600 000 habitants, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau dans la Loire pour pousser le biseau de salé qui rentrait dans l'estuaire. On a produit 50% de moins de haricots en Centre-Bretagne, en Bretagne cette année, parce qu'on n'avait pas d'eau. Donc l'eau aujourd'hui, ça va être au cœur de toutes les politiques publiques. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur du sujet. Aujourd'hui, on est 3 400 000 habitants en Bretagne. On consomme 240 millions de mètres cubes d'eau potable. Je ne parle pas de l'eau privée parce qu'on ne la connaît pas. L'eau privée, c'est-à-dire les captages privés. On ne connaît pas, si on connaît, mais on ne connaît pas le volume. Et j'estime que le volume, il est très très important. Et malheureusement, ces captages privés subissent les mêmes agressions que les captages publics, peut-être plus encore. Et quand le captage public est fermé, privé est fermé, on fait appel au captage public. Mais je ne parle pas de ça. 240 millions de mètres cubes, 3 400 000 habitants. Tout le monde se réjouit de voir la Bretagne à 4 millions d'habitants. Tout le monde. Ben, vous faites une règle de 3. Vous faites une règle de 3. Si on ne change pas nos comportements sur l'eau, il nous manque en Bretagne aujourd'hui entre 50 et 60 millions de mètres cubes. C'est la consommation totale du département des Côtes-d'Armor, mon cher Michel. Et je viens d'apprendre qu'en Ille-et-Vilaine, ils avaient fait la perspective, il leur manque 18 millions de mètres cubes. Est-ce que vous imaginez? On va les trouver où? Sachant que partout, cet été, on a été en tension. Donc alors, il va falloir parler économie, il va falloir parler sobriété, il va falloir parler réutilisation, mais est-ce que vous imaginez les volumes? Et sans eau, pas de développement économique, pas de développement de l'urbanisation, etc. Alors vous avez bien compris qu'à travers l'explication que je venais de donner, le département le plus en difficulté, c'est lequel? Et lequel se développe le plus? Ben, vous avez compris. Donc c'est la question des solidarités, c'est la question de l'aménagement du territoire, c'est la question du partage de l'eau, du partage des usages,
de choix stratégiques qu'on va devoir faire entre l'eau potable, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, et il va falloir décider collectivement. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Sainte-Soline sur les bassines. Je pense qu'on n'est pas loin d'instaurer en France, en métropole aujourd'hui, la guerre de l'eau, et qu'elle est à notre porte, en France, et que même en Bretagne, on va avoir des sujets de tension. Donc c'est un sujet d'une importance considérable. Alors j'ai envie de vous dire, c'est un beau sujet de réconciliation politique. Mais c'est vrai, parce qu'après tout, l'eau, la biodiversité, c'est quoi? C'est notre patrimoine commun. Est-ce qu'on a le droit de le dilapider? Est-ce qu'on a le droit de le brader? Est-ce qu'on a le droit... Et tout ça, comme le disait Dominique tout à l'heure, on pensait que c'était sans limite, inépuisable, et qu'on pouvait y aller. Et ben on se rend compte tout simplement qu'on vit dans un environnement qu'il faut le protéger. Et la préservation de l'environnement, c'est souvent perçu comme quelque chose de décroissant, quelque chose de... Allez, les emmerdeurs, ça suffit, avec vos histoires là. Et moi, je pense que les territoires où il fera bon vivre demain, ce seront les territoires qui auront su mettre ces questions centrales au cœur de leur projet politique. Donc c'est ça l'enjeu pour moi de l'eau, c'est comment, collectivement, il faut qu'on change nos comportements, mais Dominique l'a dit tout à l'heure sur l'énergie, je pourrais dire la même chose sur l'eau, et comment ce bien commun, ce patrimoine commun de la nation qu'est l'eau, comment on le gère intelligemment pour pouvoir faire que cette Bretagne, qui quand même tire sa force et sa puissance de l'eau. Je dis souvent, l'eau est à la Bretagne son patrimoine. Mais que serait la Bretagne sans un patrimoine dégradé? C'est pas possible. Pour notre tourisme, pour nous, pour... Donc c'est un sujet qu'il va falloir... Bon, j'ai vu que j'étais allé... Non, termine, Thierry, termine. Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Merci. C'était effectivement très, très intéressant. Une question ou on passe après au deuxième intervenant? Bien. Alors, Aude Huyten, vous êtes directrice générale adjointe de programme à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Il nous semblait intéressant aussi d'avoir la vision d'une autre région, même si certains problèmes, je pense, sont les mêmes. Et donc, on a convenu que vous pourriez intervenir sur votre expérience partenariale, puisque vous étiez investi dedans, et j'ai vu notamment plusieurs articles liés aux économies d'eau et à la gestion. Alors, on en a un peu discuté aussi, mais est-ce qu'on pourrait faire un petit détour sur la qualité de l'eau? Et notamment, j'avais des questions sur la récupération des eaux usées, les nitrates, et puis aussi les micropolluants. Donc plusieurs m'ont dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir des éclaircissements sur ces fameux micropolluants? Et puis bien sûr après, comment on peut économiser l'eau et les actions que vous menez dans votre région? Certes, j'arrive de Toulouse en tant que DGA de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, mais en réalité, je suis une crypto-bretonne, puisqu'il y a encore pas si longtemps, j'avais le privilège de travailler avec Thierry Burlot au sein de la région Bretagne sur les problématiques des plans algues vertes, encore auparavant au sein de l'État, auprès du préfet Cadeau, et voilà, et que j'ai aussi beaucoup de plaisir à revoir à mes côtés le président Raffray et Dominique Ramard, avec qui j'ai eu à œuvrer aussi sur les questions énergétiques quand j'étais à la direction de l'environnement à la région. Et ce qui me frappe en entendant Thierry Burlot donner le regard du comité de bassin Loire-Bretagne sur la question de l'eau en Bretagne, c'est que quand moi j'ai travaillé en Bretagne avec vous, Thierry, dans les années 2010, 2018, voilà, sur une période de 10 ans à peu près, on ne parlait que de qualité de l'eau, on ne parlait que de la bataille des nitrates, on ne parlait que de l'effet de ces fameux nitrates invisibles, sauf quand ils viennent dégrader une norme d'eau potable, induisant un contentieux européen qui a été long et compliqué et douloureux à clôturer, mais qu'effectivement les Bretons ont su clôturer, où on ne parlait encore que des nitrates quand leur expression se concrétisait au travers de ces amas d'algues vertes dont on a découvert tardivement qu'ils avaient un effet potentiel sur la santé. Mais c'était toujours des enjeux de qualité. Et là, dans votre intervention, vous nous avez parlé de quantité, de rareté. Ce sont des problématiques auxquelles le Grand Sud-Ouest, le bassin à Dour-Garonne, est pour le coup confronté depuis longtemps, le partage de l'eau. Au point que
chez nous, les arrêtés de restriction sécheresse, qui devraient être utilisés comme des outils conjoncturels de crise transitoire, sont en réalité, depuis plusieurs années, monnaie courante. Ce qui a par contre été tout à fait inédit dans la sécheresse qui a touché tout le territoire français et européen cet été, c'est le caractère extrêmement long de l'étiage que le bassin Adour-Garonne, c'est-à-dire la période de plus basses eaux. Cette période a été extrêmement longue et en réalité on n'en est toujours pas sorti. Extrêmement intense, a touché tous les départements. Nos 26 départements ont été ou sont encore soumis à des arrêtés de restriction, ce qui est énorme. Avec des choses, tout à l'heure, je crois que c'est Dominique qui parlait de choc, de dire le choc, il faut d'abord le vivre finalement, parce qu'après, par contre, on peut rebondir et accélérer. Oui, ça a été un choc pour les milieux extrêmement intense en Adour-Garonne. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui surveille l'écoulement des petites rivières, a mesuré qu'en août, 50% de ces stations ne présentaient pas d'écoulement visible. Dans l'Aveyron, il n'y avait aucune des stations de l'OFB qui montrait un écoulement. C'est-à-dire que là, on imagine à quel point les milieux aquatiques ont souffert, et sans doute on le mesurera pleinement au bout de quelques années, l'effet de cette sécheresse. En Adour-Garonne, on le savait déjà, que le changement climatique allait avoir des conséquences extrêmement graves. Sous la présidence de Martin Malvy, le précédent président du comité de bassin, un plan d'adaptation au changement climatique avait permis de montrer que l'expression du déficit qu'on connaît déjà, qui est de 250 millions de mètres cubes aujourd'hui, et qui fait qu'on a déjà ces arrêtés de restriction habituels, que ce déficit en 2050, avec une hypothèse de hausse des températures de seulement 1,5 degré, allait être multiplié par plus que 5 pour atteindre 1,2 milliard de mètres cubes. C'est vertigineux. Vous imaginez ce qui nous manque, nous, pour arriver à tenir bon le choc de la menace du changement climatique. Ça n'a pas été facile de porter ce chiffre dans les instances du comité de bassin, mais le comité de bassin se l'est approprié et a construit un SDAGE, un document qui fixe un cap à la politique publique, qui intègre pleinement cet enjeu d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est le besoin de passer à l'action. C'est le besoin de construire les solutions qui peuvent être mobilisées pour s'adapter dès maintenant à cet enjeu de changement climatique. Pour ça, le président du comité de bassin, Alain Rousset, qui est le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a fait adopter au comité de bassin une stratégie qui repose sur un mix de solutions. L'idée étant de dire, les solutions, on les connaît. La réutilisation des eaux usées, par exemple, vous m'interrogiez là-dessus, en Adour-Garonne, on en fait 0,3%. 0,3% de nos eaux qui sortent des stations d'épuration servent à autre chose qu'à être rejetées dans les cours d'eau. On a là des gisements énormes, quand on sait qu'en Espagne, ce taux atteint 14%, en Italie 8%. Les économies d'eau, bien sûr, également. En Adour-Garonne, on a déjà su, dans les 20 dernières années, économiser 600 millions de mètres cubes entre les efforts faits par les agriculteurs, les industriels et les usagers domestiques. On a gagné 7% de population dans les 20 dernières années et on a quand même pu diminuer de 10% les prélèvements en eau. Donc c'est possible et notre stratégie prévoit des nouvelles économies à hauteur de 10% des volumes actuels, ce qui fait à peu près 200 millions de mètres cubes. Donc le comité de bassin a pu identifier un mix de solutions qui permet finalement de réduire ce déficit de 1,2 milliard de mètres cubes jusqu'à uniquement un tiers, c'est-à-dire de récupérer, entre guillemets, 850 millions de mètres cubes pour arriver, se maintenir en fait, au niveau de déficit actuel, qui certes n'est pas sans conséquence, mais qu'on arrive à gérer. Donc les solutions sont à notre portée. Par contre, ce que le président Rousset a voulu porter comme message très clair aux membres de son comité qu'il a réuni de façon exceptionnelle pour faire un point à mi-parcours de la crise en octobre dernier, c'est le besoin d'accélération et de massification. Il faut aller beaucoup plus vite parce que les effets du changement climatique vont effectivement beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait. Pour faire ça, il a saisi les établissements publics territoriaux de bassin. On a la chance d'avoir 8 grands EPTB qui structurent et qui maillent tout le territoire d'Adour-Garonne, qui sont organisés à une échelle hydrographique également, mais à une échelle plus fine, de sous-bassin. Et on leur a demandé de nous construire une feuille de route qui va puiser dans ce mix de solutions, en s'appuyant évidemment sur leur capacité à faire
et leurs spécificités territoriales. Et c'est ainsi qu'on est en capacité, que demain, on sera en capacité de planifier à court, moyen et long terme. Il ne faut pas se préoccuper que du court terme, même si, évidemment, on est inquiet de la façon dont on abordera l'été 2023 si les réserves que sont les nappes, nos réserves naturelles que sont les nappes, ne se remplissent pas. Et la pluie tarde quand même à recharger durablement ces réserves. Donc bien sûr, il y aura des actions de court terme et le retour d'expérience de la sécheresse sera majeur pour s'y préparer. Mais il faut aussi planifier sur le moyen et sur le long terme. Et je vais terminer par là. Pour faire ça, l'outil que sont les agences de l'eau au service des politiques du comité de bassin permettent de financer un effort accru des collectivités territoriales dans cette capacité à construire la transition. On peut le faire avec nos partenaires financiers. Je voyais tout à l'heure le représentant de la Banque des Territoires. On sait financer avec des mix subventions, avances remboursables, prêts de long terme, les capacités des collectivités à investir dans des infrastructures de sécurisation des réseaux d'eau potable. Et effectivement, le message qu'on passe à nos propres réseaux, c'est que, certes, il y a l'inflation qui peut être un frein à l'investissement, mais c'est maintenant qu'on peut préparer avec du financement public, et il est là, puisque le gouvernement a décidé de confier aux agences des plans de résilience pour permettre d'accélérer la réponse à la crise eau. On a aujourd'hui des moyens financiers pour non pas freiner, mais accélérer la réponse en termes d'infrastructures, d'investissement, que ce soit pour l'eau potable et l'assainissement, puisque cette distinction qualité de l'eau, quantité d'eau, sur laquelle j'ai démarré mon propos, est assez artificielle quand on sait que c'est le niveau de la qualité de l'eau qui permet en réalité l'usage et qu'il n'y a pas d'usage quantitatif de l'eau sans le niveau de qualité qui va avec. C'est pour ça qu'on demande aux collectivités d'investir sur l'ensemble des éléments du cycle, eau potable, assainissement et protection du milieu. Merci Aude Huiten. Est-ce qu'il y a des questions après cette intervention? Je voudrais poser une question par rapport au problème des usages et par rapport à la qualité, puisque dans les usages, il y a dans vos régions, notamment par rapport à l'irrigation, l'usage agricole aussi, etc. Donc dans les modifications de modèles d'agronomie, d'agriculture, etc. C'est un volet que vous n'avez pas abordé. Alors est-ce que dans vos régions aussi, c'est quelque chose qui est prégnant ou pas? C'est effectivement tout à fait majeur. Dans le Grand Sud-Ouest, la part du prélèvement agricole en étiage représente 70%. Donc bien sûr, c'est absolument majeur. On a déjà des transformations qui sont à l'œuvre. L'état des lieux de notre SDAGE le montre bien. Dans les 10 dernières années, on a perdu 150 000 hectares de maïs irrigué. Donc il y a une forme déjà d'adaptation qui est à l'œuvre, mais que nous encourageons et que nous portons. La transition agroécologique fait partie du mix de solutions. Je n'ai pas donné toutes les pistes, mais celle-ci en fait partie, puisque l'agroécologie permet de stocker de l'eau naturellement dans les sols, permet de s'interroger sur les assolements, permet de penser une logique de résilience pluriannuelle qui permet aussi une forme de sécurité économique et financière qu'on n'a pas quand on est dans un système tout irrigué avec de l'eau qui sera demain et qui est déjà d'ores et déjà aujourd'hui moins accessible. Et là-dessus, on accompagne les chambres régionales d'agriculture dans une réflexion sur les termes de leur stratégie de développement économique et agricole en se confrontant aux effets du changement climatique dès maintenant. Et l'angle qu'on a choisi sur ce plan-là, c'est d'embarquer avec nous les coopératives régionales. On a des coopératives Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui ont décidé de signer avec nous, avec les 2 régions, un pacte pour identifier comment on peut avoir une vraie réflexion de l'amont à l'aval sur la chaîne de valeur pour que les exploitations ne soient pas les seules en début de chaîne à supporter les risques financiers liés à la transition agroécologique et comment on peut en fait embarquer toute une profession, finalement l'ensemble des acteurs économiques de la chaîne dans cette réflexion qui est majeure, et les coopératives y ont tout intérêt parce qu'il en va de la sécurisation de leur chaîne d'approvisionnement. Je vais juste me permettre de rajouter quelque chose. Le débit de la Vilaine à l'étiage, au barrage d'Arzal. Vous connaissez le barrage d'Arzal, quasiment à l'estuaire de la Vilaine. La Vilaine, qui est le plus grand fleuve de Bretagne. Le débit de la Vilaine à l'étiage, ça correspond au débit du rejet des stations d'épuration de Rennes Métropole et de Redon. La deuxième chose que je voulais dire, le débat sur les bassines aujourd'hui tel qu'il est posé, c'est la question du modèle agricole qui va derrière.
en disant on ne comprend pas, on va stocker de l'eau pour irriguer, et on a tous dans notre mémoire un peu ce qui se faisait anciennement. Ça, c'est plus possible non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir tout ce qu'on économise. Et la profession agricole a bien compris. A bien compris. Et là où c'est intéressant en Bretagne, je trouve, c'est la région Bretagne était la première région d'Europe à rentrer dans les contentieux sur les nitrates. Aude, vous l'avez dit tout à l'heure. Quand on rentrait au contentieux européen, à 50 mg par litre de nitrate. Parce que c'était une eau superficielle. Mais vous savez que sur une eau souterraine, c'est 100 mg par litre pour rentrer dans les contentieux. Mais enfin bref, ça c'est un aparté. Et ce que je veux dire, c'est que la Bretagne est sortie du contentieux. Parce qu'on a fait avec les agriculteurs, hein Michel. Et donc on peut changer les choses. Encore faut-il qu'on le fasse ensemble et qu'on ne se comprenne pas. Et ce qu'il faut éviter surtout, c'est la guerre de l'eau, c'est-à-dire que les gens ne se parlent plus et donc ne se comprennent plus. Et il y aura des transitions à engager, mais il faut les engager avec et pas contre. Alors c'est parfois un peu la difficulté du dossier. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à l'intervention de Michel Raffray. Vous êtes le président du SDAEF 22. Et donc, vous allez nous présenter le SDAEF 22, parce que je crois que tout le monde ne le connaît pas, et c'est intéressant, effectivement, de le faire. Et puis, on en a échangé. Moi, j'avais été très intéressé par votre article du 22 août sur le sursaut d'économie donc d'eau, et voir comment, effectivement, on pouvait résoudre cet aspect. Vous avez aussi beaucoup insisté sur l'aspect solidarité. Est-ce que c'est du chacun pour soi? Mais ça a déjà été abordé, hein, ou comment les territoires peuvent partager l'eau. Et puis, bien sûr, quelle solution, vue du SDAEF 22, est possible, et plus particulièrement par rapport à l'habitat. J'avais préparé un document. Mon directeur a préparé un document. Voilà, sur la synthèse à faire pour l'intervention. Ceci étant, par rapport à ce qui a été dit là, juste avant moi, et dans la table ronde précédente, j'avais deux remarques à faire. La première, c'est que, effectivement, et tu l'as souligné, on évoquait jusqu'à cette année pratiquement que les problématiques de qualitative. Et il est vrai, et tu l'as rappelé, on a fait des efforts extrêmement importants sur le département pour améliorer cette qualité. On est arrivé à un niveau qu'on ne va pas qualifier de satisfaisant, parce que à chaque fois qu'on arrive à résoudre un problème, il y en a un nouveau qui arrive. Donc on est tranquille, on va en avoir de nouveaux. Certains, alors là aussi pour que les gens comprennent bien, certaines structures, l'ANSES, l'ARS, enfin les gens qui s'occupent du sanitaire, un jour vous mettent des choses qui sont pertinentes et donc gênantes et dangereuses, et le lendemain elles ne l'est plus. Ça, voilà. Et donc on le subit, nous, ça, ces changements-là, au jour le jour, et on est bien obligé d'y faire face. L'autre point, c'est sur la problématique électrique, où on dit il faut faire de l'énergie locale, produire local. J'étais hier soir en réunion de conseil, on a un problème sur la commune, enfin un projet d'éolienne. On sait, on commence à discuter avec les propriétaires, on commence à faire des réunions publiques, et on sait qu'il va nous falloir 7 ans au moins, ou 8 ans, avant que les éoliennes, si on arrive à les faire, puissent produire. On a eu un projet directement, nous, produire de l'électricité hydroélectrique, avec un des barrages qui nous appartient. Là, c'est la même chose. Ça fait 4 ans qu'on en parle, on a eu l'accord, merci la préfecture et la DDTM, mais là, il va falloir qu'on relance toutes les procédures, puisque les délais qu'il nous a fallu pour arriver jusque-là nous obligent à relancer complètement les consultations. Donc c'est bien de vouloir produire local, mais est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des solutions pour raccourcir ces délais de capacité à produire local? Parce que là, c'est un peu dissuasif. C'est un peu dissuasif quand même. Ça pose un vrai problème. L'énergie, l'eau, on a parlé quantité, on parle qualité. Il est vrai que cette année, c'est une année zéro, une année référence, et ça tombe bien, puisque nous, sur le département, on arrive en fin de schéma directeur qui avait été initié il y a une douzaine d'années sur l'assurance de pouvoir distribuer de l'eau à tous nos habitants sur l'ensemble du département.
ça a nécessité la mise en place, le choix qui a été fait par nos prédécesseurs, la mise en place d'un schéma de mise en relation de l'ensemble des grands réservoirs d'eau du département, l'interconnexion, qui nous a permis cette année de passer au travers de risques de coupure. On a vraiment utilisé cette interconnexion qui a réellement dépanné et empêché qu'on soit en situation de manque d'eau sur le département. Donc elle a été extrêmement intéressante et importante. Après, on a fini cette partie-là, donc il est temps maintenant de repartir sur un deuxième schéma directeur, un nouveau schéma directeur. Mais on l'a aussi évoqué, et je n'ai pas entendu parler de cet élément-là. On a effectivement, notre charge à nous, c'est de produire de l'eau potable, de la distribuer et de faire en sorte qu'elle arrive en quantité et en qualité chez le consommateur. Mais aujourd'hui, les études qu'on appelle HMUC, dont vous avez tous entendu parler, hydrologie, milieu, usage, climat, qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est général en France, je n'en sais rien, mais en Bretagne, c'est généralisé. Tous les secteurs, tous les bassins versants sont partis sur ces études HMUC et qui nécessitent de prendre en compte des usages autres que l'eau potable. Et là, il va bien falloir prendre ça aussi en référence. Il n'y a plus non seulement l'obligation et la contrainte de fournir de l'eau à tout le monde, à tous nos concitoyens, à toutes nos industries pour qu'elles fonctionnent, à nos agriculteurs, mais il va aussi falloir prendre en compte les milieux. Et là aussi, les milieux sont demandeurs, légitimement, pour leur protection. Et donc, c'est un des éléments qui va faire évoluer et on va lancer là, à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, ce nouveau schéma directeur, en partenariat avec l'ensemble des milieux associatifs, forcément les privés, les représentants des consommateurs, les associations de défense de l'environnement, les associations de pêcheurs, les associations... Voilà. On va mettre tout le monde autour de la table et essayer de trouver des solutions pour quand même continuer à avoir de l'eau potable, parce que c'est notre premier travail, mais de faire en sorte que tout le monde y retrouve son compte. Alors, notre organisation, nous, sur le département, on a de la chance. On a réussi à faire en sorte que l'ensemble des collèges qui sont en charge de la distribution de l'eau, que ce soit de la distribution, de la production et du transport, se réunissent au sein d'une même structure, qui est le SDAP 22, et qui permet d'avancer, de solutionner un certain nombre de problèmes, et avec et je le souligne là, parce qu'on a un représentant de la DDTM là, qui est présent, en partenariat très étroit avec les services de l'État, avec les services du département, et on a un fonctionnement, ce qui n'est pas le cas partout. On était hier en réunion sur Vannes, ou avant-hier, je ne sais plus, où on a mis en place un club des départements, des représentants départementaux, mais du Grand Ouest. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à la Loire-Atlantique, on va à la Vendée, l'Orne, la Manche, c'est vraiment le Grand Ouest. Et on s'est rendu compte que chacun, mais c'est lié à son histoire, chacun a une organisation différente, et il se trouve que nous, on a cette chance-là d'être en situation de pouvoir piloter la totalité de l'organisation et de la distribution et de la mise à disposition des quantités nécessaires sur l'ensemble du département, ce qui n'est pas le cas partout. Et il y a des endroits qui ont été en vraie difficulté. Alors même si cette année, il a fallu qu'on fasse appel, mais je crois que c'est à peu vrai partout, à des ressources dont on n'avait pas l'habitude, d'utiliser. On a utilisé des plans d'eau qui étaient en réserve, qu'on a fait basculer vers les réservoirs à partir desquels on pouvait la traiter et la distribuer. On a été chercher de l'eau dans des carrières qui étaient stockées là depuis longtemps. Et avant de le faire, il a fallu faire tout un tas d'analyses. Mais ça veut dire, et Thierry l'a évoqué, c'est une première cette année, avec la sécheresse, un hiver très sec. Et là, on s'inquiète parce que l'eau a commencé à revenir, mais elle est loin d'être au niveau où il faudrait qu'elle soit
pour compenser le manque qu'on a eu l'hiver dernier, le déficit. Et là, il va falloir que cet hiver soit vraiment très très pluvieux, qu'on ait un cumul en millimètres important pour arriver à recharger nos nappes qui sont, qui alimenteront nos rivières et nos cours d'eau et nos plans d'eau l'été prochain, l'automne prochain. Donc l'inquiétude, on arrive effectivement là à la fin de l'inquiétude qu'on avait pour cette année, parce que l'eau est un peu revenue et ça se passe bien, sauf que ça ne remonte pas beaucoup, mais il va nous en falloir beaucoup plus pour assurer l'année prochaine. Donc voilà, on est sur ces engagements-là. On a réussi à faire face, nous, sans trop de problèmes, moins que d'autres, mais on sait qu'il va falloir qu'on se prépare à faire en sorte que les années suivantes, et si d'autres années comme cette année se présentent, on soit en capacité d'avoir des solutions qui soient pérennes et organisées, et pas mises en place en catastrophe, comme ils ont pu le faire cette année. Donc on a là un vrai travail à faire. Juste un dernier point, si vous voulez bien, le coût de l'eau. Alors le coût de l'eau, juste un rappel, vous avez indiqué tout à l'heure, Dominique Ramard a indiqué tout à l'heure que le prix de l'énergie allait être x3 l'an prochain. C'est à peu près ça. Nous, on avait pris un petit peu dans notre préparation du budget de l'an prochain, on avait acté une augmentation du prix de l'énergie, mais pas à ce niveau-là. Et donc on avait acté une augmentation légère de la redevance qu'on demandait à nos adhérents. Et on voit que la totalité de l'augmentation qu'on va percevoir ne va servir qu'à financer l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, vous voyez que c'est pas simple. Pour revenir, et ça va être mon dernier point, au prix de l'eau. Juste, je vous invite à faire un calcul. J'aime bien le présenter. On est aujourd'hui pour un foyer moyen, la consommation c'est entre 72 et 75 mètres cubes par an. Foyer de 3-4 personnes, on est à peu près sur ces moyens. Alors c'est aussi vrai dans les logements sociaux que dans les logements individuels privés, du parc privé. On est aujourd'hui ici un des territoires où l'eau est la plus chère. Et ça a été signalé parce qu'on a, entre guillemets, la malchance d'être sur un sol granitique et où on n'a pas de réserve d'eau importante en eau de surface, donc en eau souterraine. Donc on utilise l'eau de surface qui se charge de plein de choses en ravinant et en arrivant dans nos réserves. Il faut la traiter. C'est un peu plus compliqué que celle qui descend des glaciers de la montagne à peu près pure et qui est distribuée en gravitaire. Nous, tout est fait par pompage et par propulsion, donc un besoin d'énergie extrêmement important. Et si vous ajoutez à ça le coût aujourd'hui, qui est d'ailleurs plus important du traitement de cette eau qui arrive chez vous, on arrive à un prix moyen autour de 5 € ou 5,20 € . Je crois que c'est comme ça chez nous, me semble-t-il. Et bien vous faites les calculs. 72 fois 5,20 €, ça fait 365 €. On a combien de jours par an ? 365, ce qui veut dire que l'eau qu'on prend, qu'on traite, qu'on envoie chez vous, qu'on reprend, qu'on retraite, qu'on renvoie dans le milieu naturel, c'est 1 € par jour par foyer. Comparez-le aux déchets, comparez-le à l'énergie, comparez-le à vos téléphones. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur un prix de l'eau, même si vous recevez la facture en fin d'année importante, c'est ramené au foyer, et aux besoins et aux services que ça rend. Moi, je trouve que l'eau n'est pas très chère. Merci. Bonjour, je suis Paul Noailles, je suis le directeur de Solia IS Bretagne. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos présentations, c'était vraiment très intéressant. J'ai juste une petite question. On a parlé de la quantité, de la qualité. On a vu cet été qu'il y a une étude sur le niveau de déperdition aussi qu'on a dans la distribution de l'eau. Je voulais savoir où est-ce qu'on en est dans les Côtes-d'Armor sur ce sujet-là et quels correctifs on peut y apporter. Merci. Voilà. En fait, on a un des meilleurs réseaux de distribution d'eau puisqu'on a un rendement qui est autour de 86%. Sur le département, alors que la moyenne nationale est plutôt autour de 80.
et il y a des endroits où elle est encore inférieure à ça, puisque la moyenne est à 80. Donc à 86%, et c'est très bien. Et je parle de l'eau de distribution. Sur la part de l'eau qui est l'eau primaire, celle qui part des usines de production pour aller alimenter les châteaux d'eau qui servent après à desservir en gravitaire, on est là à 97 ou 98% de rendement. Donc on peut là difficilement faire mieux parce qu'on a l'obligation de faire des purges, de faire, quand on a des casses, ça arrive toujours, on a toujours un peu de déperdition. Et sur les réseaux de distribution, qui sont des réseaux plus petits mais beaucoup plus longs, en fait, je crois que c'est 18 000 km de réseaux de distribution sur le département, on a là aussi l'obligation, et on enlève l'eau que les pompiers utilisent, les purges qui sont faites sur les réseaux pour éviter les problèmes de qualité. On a aussi des casses, et certaines casses sur des petits réseaux, quand ils passent en fond de vallée sous un cours d'eau, avant de les trouver, c'est compliqué. Donc on cherche, je crois que les contrats qui sont faits, mais nos amis exploitants vont nous le dire, les contrats qui sont faits aujourd'hui, c'est d'aller chercher les 90%. Voilà, on s'en approche, on devrait y arriver, mais pour vous dire qu'on est déjà dans une situation qui est très bonne et on cherche encore à l'améliorer. On cherche encore à l'améliorer. Un point supplémentaire, on fait du travail sur nos usines de production. Les usines de production qui captent l'eau sont en moyenne aujourd'hui autour de 92-93% de rendement. Les nouvelles usines, dont au moins celles que je pilote, sont aujourd'hui à 97-98% de rendement. Ça veut dire que par rapport à l'énergie utilisée pour aller chercher l'eau, toute l'eau qui sert à faire le nettoyage des crépines, des filtres à sable, des choses comme ça, est remise en tête de réseau et distribuée. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à faire, en termes de production et de distribution, je crois qu'on est assez bien placé. Merci Michel Raffray. Nicole Auger, comme grand témoin, une question ? Oui, j'avais une question par rapport justement aux solidarités, par rapport aussi au statut de l'État qui donne l'autorisation à construire dans des territoires qui sont déjà déficients en eau. Alors, est-ce que les solidarités sont obligatoires vis-à-vis de ceux qui en ont et de ceux qui n'en ont pas, et qui sont autorisés à se développer beaucoup ? Donc voilà, quel est le rôle de l'État là-dedans ? Mais c'est ça la question fondamentale. Moi, j'ai été effaré de regarder cet été Rennes Métropole sortir son PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, création de 65 000 logements supplémentaires, il n'y a pas d'eau à Rennes. Alors, je rajouterais même quelque chose, parce que ça me titille. Vous savez où l'eau est la moins chère aujourd'hui en Bretagne ? À Rennes. Alors, on nous ferait croire que c'est parce qu'il y a des mauvais exploitants, et puis qu'on est en régie, donc on fait beaucoup mieux que les autres, etc. Aujourd'hui, l'eau est un service public, ça peut être en délégation, ça peut être en affermage, ça peut être en régie. Si les élus font leur boulot, c'est contrôlé. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les villes ne veulent pas partager. Et là, il y a un sujet fondamental quand même, parce que si on veut que le Rennes se développe demain, qu'on ait une métropole, il faudra qu'ils aillent chercher de l'eau, par exemple dans les Côtes d'Armor. Mais la restitution, c'est quoi pour les Côtes d'Armor ? C'est que la contrainte de dire aux agriculteurs, vous allez protéger, parce que moi j'ai besoin d'une eau de qualité à Rennes. Mais ça ne va pas marcher. Donc si vous ne mettez pas des solidarités amont, aval, ville, campagne, centre-Bretagne, littoral. Parce que le château d'eau de la Bretagne, il est où ? Il est dans le centre-Bretagne. C'est là où il faut protéger les têtes de bassin versants, c'est là qu'il faut sanctuariser les zones humides, c'est là qu'il faut préserver le bocage pour une utilisation qui se fait sur les littorales, où là, tout va bien, il y a de l'argent, et vous allez dire à ces territoires ruraux, contraintes pour les propriétaires, contraintes pour les exploitants, contraintes pour la commune, aucune dotation supplémentaire au titre de la DGF ou je ne sais quoi pour avoir mis en place des zones de protection, pour de l'eau qu'on va utiliser plus bas avec de l'urbanisation, du foncier, des taxes, de la fiscalité, qui revient où ? Là, et pas là-haut. Là, il y a un vrai sujet de cohérence politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que plus vous imperméabilisez, plus vous avez de recettes. Et plus, moi je me souviens d'un maire d'une commune, Magoire, lorsqu'on a écrit le SAGE, 40% du territoire de Magoire était en zone humide, ou en zone sensible. Et le maire a dit, moi je veux bien faire, mais qu'est-ce que j'ai en restitution ? Rien. J'ai que mes yeux pour pleurer. Si on veut changer aussi, ou engager cette transition écologique, faut aider ceux qui protègent le bien commun.
Bien, merci Thierry. Une intervention? Oui, bonjour. Éric Aignan, directeur adjoint de la DDTM. J'ai entendu le mot État, que fait l'État. Donc, déjà, merci pour les différentes interventions, notamment celle du SDE et celle du SDAP, puisqu'on travaille régulièrement ensemble sur on va dire, des orientations partagées, ou du moins des définitions d'orientation partagées, et avec des données partagées le plus possible pour voir quelles sont les différentes évolutions et possibilités d'amélioration ou d'évolution, je dirais surtout, puisque c'est surtout vers cela qu'on va. Alors, pour répondre un peu plus précisément peut-être à la question sur le développement, on revient à une notion que beaucoup d'entre nous ont un peu oubliée. Je parle pour l'État, je pense que des élus se reconnaîtront aussi. C'est la notion de capacité d'accueil du territoire. C'est une notion quand même qui date de plusieurs années, une trentaine, voire une quarantaine d'années, qui a fait l'objet de nombreux débats, même au niveau international, et qui aujourd'hui est un peu tombé en désuétude. On s'en rappelle en fait quand justement on n'a pas les moyens d'assurer la pérennité de l'accueil de nos nouveaux citoyens ou du développement de nos nouveaux citoyens. Alors ça passe par, la plupart du temps, par le développement des réseaux, quels qu'ils soient, le développement des services, quels qu'ils soient. Tout à l'heure j'ai entendu également le mot déchets, c'est un enjeu majeur également. Et ça passe obligatoirement en termes de traduction par tous ces acronymes que l'on connaît tous, qui sont ces éléments de planification. Donc PLU, PLUI, SCOT, SRADET, PCAET, SDAGE, SAGE, j'en passe. Il y en a tellement que c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on s'y perd un petit peu. Mais la réalité quand même, en effet, j'entendais parler de solidarité, c'est que justement ces éléments de planification, aujourd'hui, leur intérêt, leur vigueur, elle ne sera vraie que s'il y a en effet solidarité dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de ces plans. On entend parler beaucoup de planification urbaine, donc on entend automatiquement par là PLUI, PLU, on entend également PLH, plan locaux de l'habitat. Tout ça, en fait, ce sont des éléments de solidarité qui doivent s'entendre à des échelles supracommunales, bien évidemment. Or, et ça, c'est un développement qui est majeur aujourd'hui, qui est nécessaire. Monsieur Raffray, tout à l'heure, parlait du réseau interconnecté. On en a une preuve. Si cet été, on n'a pas eu la difficulté qu'on aurait pu connaître en termes de distribution d'eau potable, c'est bien parce que cette solidarité et la mise en œuvre opérationnelle de cette solidarité a vécu. Demain, pour l'accueil de nouveaux habitants, pour... alors, je vais dire un gros mot, je suis désolé, pour le zéro artificialisation nette, puisque c'est aussi une orientation. Pour toutes ces priorités que l'on entendait, pour la gestion même des déchets, j'en reparlais tout à l'heure, je ne parle même pas de la collecte, je parle de la gestion des déchets, tout ça ne marchera qu'en termes de solidarité. C'est évident. Et un territoire, une commune qui dit aujourd'hui « je veux accueillir », je pense qu'elle fait un mauvais choix. Je veux dire par là qu'elle peut accueillir, mais c'est la collectivité qui va accueillir. Ce n'est pas la commune. C'est un projet de territoire qu'il faut construire. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, je crois, pour demain, de savoir quel est, en termes de bassin de vie, en termes de bassin d'emploi, en termes de bassin tout simplement de fonctionnement, quelle est la capacité que l'on a à se mettre tous en œuvre pour pouvoir véritablement avancer et faire évoluer nos territoires sur le sujet. Merci, Monsieur Aignan. Alors maintenant, nous allons passer à l'intervention de Monsieur Durand, directeur régional de SOR-Bretagne. Donc, vous allez nous présenter votre société de manière, même si un certain nombre de gens ici la connaissent, et après les actions que vous menez pour l'économie de l'habitat. Et dans notre échange, j'avais trouvé intéressant aussi que vous mettez en place des actions en lien avec les usagers, donc ce sera intéressant aussi d'y revenir. À vous la parole. En tout cas, merci de l'invitation, et puis surtout, vous souhaitiez que l'entreprise témoigne sur l'habitat et sur les consommations. Je pense qu'on évoque des sujets de rupture, vous en avez parlé en énergie et puis en eau, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, une société comme la nôtre n'aurait pas été invitée dans des sujets de débat plus avec vous, mais pas dans l'habitat. Parce que notre métier, c'est de distribuer, produire, distribuer, assainir, mais souvent on s'arrête au compteur. On s'arrête au compteur, nos missions. Et aujourd'hui, dans le changement des mentalités et autres, et dans l'accompagnement, eh bien, il faut qu'on enjambe le compteur pour rentrer dans l'habitat, en ressortir aussi, parce que l'eau qui rentre en général en ressort. Donc voilà, c'est sur ces sujets que je vais parler un petit peu. Je vais juste reprendre tes propos, Thierry. Tu disais tout à l'heure que sans eau, il n'y a pas d'énergie. Mais sans énergie, on n'a pas d'eau non plus à la maison.
Donc voilà, donc on avait coutume de dire que l'eau et l'électricité ou l'énergie, ça fait pas bon ménage, mais ça s'entend quand même très bien. Et je vais rester en dehors de l'habitat, juste un petit sujet qui me tient à cœur par rapport à des notions de développement durable, de gestion globale de l'eau et puis de l'énergie. Là encore intimement lié, on parle de problématiques de ressources en Bretagne, d'eau qui part, qui vient dans les fleuves, qui retourne à la mer, donc de quantité d'eau, et donc des problématiques de stockage que l'on n'a pas, de stockage qu'il faudrait, mais de raisonner par rapport aux usages qui doivent en être faits, parce que stocker pour irriguer et autres, il faut réfléchir aux usages, mais quand même, il y a eu et il y a des projets qui peuvent paraître peut-être aussi, quand on parle globalement énergie, développement durable, de laisser passer des millions de mètres cubes à la mer, qu'elle se sale, dans le sens avec du sel, et qu'on imagine dessaler pour la reproduire et pour qu'elle devienne potable. Avec des coûts énormes, énergétiques énormes, des créations éventuelles de champs d'éolien en pleine mer pour produire de l'électricité, pour dessaler de l'eau de mer. Donc cette réflexion globale et du bilan environnemental nécessite d'être posée aussi. Et la notion de stockage peut avoir aussi des intérêts. Donc je vais rester, et je vais revenir dans l'habitat, parce qu'on a beaucoup parlé d'aménagement global et autres, et puis qu'est-ce qu'on peut être amené à faire, puisque vous en avez parlé au niveau de l'énergie également. Aujourd'hui, on a un compteur d'eau qui arrive dans la maison, et on le relève une fois par an. Voilà. Alors, vous avez maintenant des compteurs Linky avec du comptage en direct, donc des évolutions aujourd'hui, c'est d'aller compter, télé-relever en direct les consommations d'eau. On est loin des pourcentages, je ne sais pas quel pourcentage tu pourrais donner en termes de compteurs Linky aujourd'hui, c'est quasi... Voilà. Je pense qu'on doit être inversement proportionnel au taux que tu vas nous annoncer. Bah voilà, je pense qu'on ne doit pas être loin de ce sujet-là, où nous, à l'inverse, on a... 97. Voilà, je pense que dans la règle des 90-10 ou 80-20, on doit être un peu comme ça. La majorité des compteurs aujourd'hui ne sont pas télé-relevés, on va relever une fois par an. Voilà. Donc c'est un des sujets aujourd'hui pour inciter l'usager, le citoyen, à surveiller sa consommation, d'aller télé-relever les compteurs d'eau. On a un problème aussi aujourd'hui d'énergie pour pouvoir télé-relever, parce que le compteur peut être dans la maison, mais surtout en dehors de la maison. Il n'y a pas d'énergie, donc il faut... ça a un coût, mais j'aime bien les images que tu donnes, Michel, par rapport au prix de l'eau, et moi aussi, je voulais le faire par rapport à la télé-relève. Globalement, c'est entre 12-15 euros par an, donc 1 euro par mois. Donc si on le redivise par 30 jours, mais c'est une baguette par mois. Voilà, le prix d'une baguette de pain par mois pour avoir en direct, en permanence, sa consommation. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers ça si on veut aller dans l'incitation aux économies d'eau, surveiller les consommations. On en a quelques exemples. Sur des territoires en pénurie, je prends Belle-Île-en-Mer par exemple, où c'est le litre d'eau qui est important, c'est pas le mètre cube. Et donc il faut aller chercher la moindre fuite chez l'usager et l'alerte fuite pour lui dire attention. Alors en plus à Belle-Île, vous imaginez, il y a des maisons secondaires également, donc de l'eau qui coule anormalement, il faut pouvoir alerter, informer pour éviter ces pertes d'eau. Grâce aussi, alors, on parlait aussi d'analyse des consommations, des usages. On va vers ça, on est aussi accompagne le SDAP et un certain nombre de programmes qui peuvent être lancés. En amont aussi, analyser les usages de l'eau. Il y a des programmes avec les CCI qui sont lancés qui s'appellent Ecodo. Nous mettons en place pour les syndicats d'eau un observatoire des consommations pour comprendre les usages de l'eau. Alors dans le monde industriel, dans le monde agricole, dans le monde des particuliers. Un agriculteur, des maraîchers ne consomment pas de la même façon. Donc c'est comprendre les besoins et les usages, analyser ce qui s'est passé dans les 10 dernières années pour anticiper les années futures. Et ça, ce sont des données intéressantes pour les élus. On parle de programmation, de dimensionnement. Donc c'est des informations d'aller voir les usages de l'eau pour comprendre et aller expliquer derrière. Parce que quand le programme Ecodo est plutôt destiné aux industriels, gros consommateurs, et c'est d'aller déployer dans les industries, rentrer au cœur des industries, non pas pour être intrusif, mais pour les aider dans leurs différents postes de travail à analyser les postes les plus consommateurs
et comment ils peuvent réduire ces consommations-là. On a parlé de réutilisation d'eau, de process, pas besoin d'eau potable pour certains process, et donc les accompagner dans ces démarches-là pour qu'ils soient moins préleveurs d'eau sur le réseau, même s'ils ont eux-mêmes des forages, mais quand leurs forages sont épuisés, ils viennent sur le réseau. Hein, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc au niveau de l'habitat en lui-même, je parlais de télérelève, on va initier sur Saint-Brieuc, l'agglo de Saint-Brieuc, puisqu'on a l'honneur d'avoir été attributaire de nouveaux contrats et qu'on va débuter au début de l'année janvier. Et notamment, on a pris des engagements pour aller dans les maisons des consommateurs. On parlait de télérelève, mais on va équiper un panel de consommateurs et de maisons pour aller là vraiment aux usages de l'eau, aller mettre des capteurs dans les salles de bain, en dessous l'évier de la cuisine, dans les robinets externes avec des modules. On va parler de domotique un petit peu aussi, de domotique dans l'eau, pour aller analyser les usages là à l'intérieur d'une maison et voir les postes consommateurs. On a quelques idées quand même déjà, mais pour faire prendre conscience aux habitants de quels sont mes postes de consommation les plus importants, les plus consommateurs, pour les aider derrière. Alors on parle aussi de mousseurs au niveau des robinets. Je pense que c'est une solution qui existe aussi depuis des années, mais est-ce que toutes les maisons sont équipées de mousseurs? Les pommes de douche, supprimer les bains, c'est de l'accompagnement et autres. Le sujet de la récupération d'eau, évidemment, des eaux de pluie, mais avec des problématiques quand même derrière, parce que quand il ne pleut pas et qu'on a épuisé notre ressource personnelle, on se retourne vers le réseau d'eau, qui doit être dimensionné pour faire face à ces besoins massifs quand il n'y a plus d'eau. Donc, voilà. Et les problèmes de récupération d'eau de pluie, enfin les sujets de récupération, c'est pas un problème, c'est une solution. D'eau de pluie, derrière, ça crée aussi des relargages en assainissement. Donc comment aussi? Parce que vous savez qu'on finance l'assainissement par l'eau potable qui rentre dans le compteur d'eau. Donc avec des sujets de ce type-là. Et oui, comme disait Michel tout à l'heure, une solution génère derrière une autre réflexion. Et je pense qu'il va falloir raisonner sur les modèles de tarification aujourd'hui, puisqu'on ne peut qu'inciter aux économies d'eau, évidemment, mais les économies d'eau derrière, aussi, il faut financer les installations, financer les ouvrages. Et je rejoins madame qui a pris la parole tout à l'heure sur la donnée. On croule sous les données aujourd'hui dans tous les métiers, quels qu'ils soient, et qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? Ça, c'est effectivement une question très importante. Donc je vous ai parlé de rajouter de la donnée avec la télérelève. Vous allez me dire, il a rien entendu à ce que j'ai dit. Donc je pense que ça, c'est un premier pas. Et quand je vous disais que tout à l'heure, notre entreprise enjambe le compteur d'eau maintenant, on a des démarches maintenant de sensibilisation, d'accompagnement, d'ambassadeurs de l'eau, de plus en plus, pour aller expliquer. Ça, c'est une démarche qu'on va mener aussi au niveau de nos releveurs de compteurs. Alors, quand il y aura de la télérelève, il n'y aura peut-être plus de releveurs, mais pendant ce temps-là, il faut que nos releveurs soient capables d'aller expliquer en cas de surconsommation. On le fait déjà, mais par téléphonique, mais directement auprès des abonnés. Quand on va poser un nouveau compteur, d'avoir un rôle d'ambassadeur, de pouvoir prôner ces économies-là. Et puis, il y a on va parler de logements aussi publics, sociaux. Toute une population aussi qui peut être un peu plus en difficulté et qui souvent sont peut-être les plus consommateurs d'eau parce qu'ils n'ont pas de vision globale de ces sujets-là. Donc on lance des démarches alors on l'a appelé plombier solidaire, mais on va l'appeler plutôt fontainier solidaire pour ne pas on va pas concurrencer les plombiers, c'est pas le sujet. Mais c'est plus accompagner aussi les gens qui ont des grosses consommations et qui souvent n'ont peut-être pas les moyens de payer une réparation. Nous, on a formé nos agents pour aller réparer chez ces personnes-là, plutôt qu'elles dépensent de l'eau qui va être gaspillée, au final, et que ça parte en fuite. On va les aider à payer, on va intervenir gratuitement sur quelques points particuliers, mais on n'ira pas concurrencer les plombiers, c'est pas le sujet, pour éviter ces surconsommations. Et j'en finirai derrière, parce que, je dirais, on est en train de parler, j'ai pas vu... J'ai beaucoup d'enfants dans la salle, c'est normal, ils sont à l'école aujourd'hui, logique, ça me rassure un petit peu. Mais l'autre action qu'on mène évidemment aussi,
Je vous disais qu'on enjambait le compteur pour aller dans l'habitat, mais dans l'habitat, il y a des hommes et des femmes et il y a des enfants aussi. Et donc, un des meilleurs moyens de moins consommer aussi, au-delà de mettre des équipements moins consommateurs, moins énergivores, c'est aussi de sensibiliser les plus jeunes à ces économies. Et donc, on va aussi, on rentre dans les écoles, on s'assurera que les chauffages sont gérés de façon intelligente. Voilà, donc c'est aussi des démarches nouvelles de nos métiers, parce qu'on forme, on crée de nouveaux métiers dans notre entreprise, on s'arrêtait en compteur et on va au-delà aujourd'hui. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé, je me permets juste, je vous laisserai finir, si vous le voulez, et comme l'organisation a un petit peu été chamboulée, en passant en dernier, et s'il y a une transition, on était hier en convention de la direction régionale Bretagne à Saint-Brieuc, au Palais des Congrès, et on a présenté à nos collaborateurs un film RSE qui mêle eau et énergie. Donc si voilà, on pourra vous en faire profiter pour la fin avant d'aller échanger. Merci. Donc, qui veut donner quelques mots de conclusion? Emmanuel. Moi, j'entends parler depuis tout à l'heure, enfin depuis que je suis arrivée, en tout cas, de solidarité, et je partage tout à fait cette idée-là. Et par rapport à ce que vous venez de développer, j'entends bien que vous avez marché avec l'agglo de Saint-Brieuc, et il me semble que les acteurs sont déjà actifs dans les domaines que vous souhaitez développer en matière d'économie d'énergie. Donc, je pense que la question de la solidarité, elle se pose aussi à ce niveau-là. Peut-être solliciter aussi déjà des acteurs qui agissent dans ce domaine-là. Donc, j'ai oublié de me présenter, je suis pour les compagnons bâtisseurs. Et donc, nous intervenons déjà dans ces domaines en matière d'économie d'énergie, économie autour de l'électricité, mais aussi économie d'eau, dans le cadre des fuites. Et comme nous faisons de l'accompagnement social, nous avons aussi tout ce qui est aïe, j'ai une grosse facture d'eau, qu'est-ce que je vais faire, comment je fais, etc. Donc on travaille aussi avec d'autres acteurs sur les gestes pour économiser de l'énergie, et entre autres les gestes économisateurs d'eau, à savoir les mousseurs, mais aussi tout simplement la bouteille d'1,5 litre d'eau dans la chasse d'eau, et des choses, tous les petits gestes qui permettent d'économiser. Donc je pense que ce serait bien aussi que on envisage un rapprochement. Non, mais c'est plus qu'envisagé, parce qu'on a un certain nombre d'actions aussi en dehors de Saint-Brieuc-Agglo, et on travaille avec les compagnons et un certain nombre d'organismes pour déployer et tisser la toile d'araignée, hein, parce que le but c'est de toucher le plus de monde de façon collective. Merci. Nicolas Auger, donc pour la conclusion. D'abord, des petites réflexions et questions. Par rapport à la tarification, existait-il encore des tarifications forfaitaires? C'est-à-dire, consommer ou pas consommer, c'est un tarif forfaitaire. Est-ce que ça existe encore? Ça existe encore, c'est plus la règle, c'est plus dans la règle encore des 80-20 ou des 90-10, c'est plutôt une infime portion, mais ça reste... Il en reste quelques-unes. Est-ce que c'est pour les gros consommateurs ou non, pas? Non. Alors maintenant, la règle est puis c'est plutôt aussi de l'incitation, de la facturation au mètre cube et plutôt progressive. Justement, si on veut sensibiliser aux économies d'eau, il faut que chaque mètre cube de plus consommé, entre guillemets, avec des tranches, et plus on consomme, plus il faut payer. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et il y a des démarches qui sont menées. Alors c'est pas simple, et je pense que ce ne sera pas l'année prochaine que ça se fera, mais dans les 5 ou 10 ans certainement, réfléchir, j'évoquais tout à l'heure, à la tarification et aux services donnés, rendus par rapport à l'eau, dans un objectif aussi, effectivement, d'économiser et d'inciter à moins consommer. Ok. Ouais. Et je voudrais juste saluer, quand vous parliez de la transmission aux enfants, donc je ne connais pas votre programme, mais par contre j'applique le programme EcoWatt, généré par la région Bretagne, et ça faut le saluer, parce que donc on a une sensibilisation des ateliers pour l'économie d'énergie auprès des enfants scolarisés. Donc ça c'est à diffuser en grande masse, puisque la Bretagne abonde pour 77% du coût de cette sensibilisation à nos petites têtes, donc c'est plutôt pas mal. Donc, mais je voudrais bien rentrer en contact avec vous pour l'eau, c'est pareil. Merci. Eh ben, écoutez, merci. Donc, un petit mot de conclusion, peut-être? Oui, Aude. C'est pas du tout un mot de conclusion, mais je résiste pas au plaisir de rebondir sur ce que vous venez de dire. Sur la question de l'éducation à l'environnement,
Adour-Garonne a, comme toutes les urgences, évidemment, un programme de sensibilisation aux économies d'eau et à l'environnement qui est porté par un réseau associatif. Et on est en train de structurer ce réseau associatif avec notamment les outils qu'ils mutualisent entre eux pour aller plus loin et renforcer leur action. Et j'ai découvert que dans les outils qu'ils utilisent, il y a notamment tout le programme de kit pédagogique développé par Eau et Rivières de Bretagne, qui est donc pleinement utilisé en Adour-Garonne aussi. Voilà, donc une autre passerelle interbassin qui existe et qui fonctionne très bien. Je pense que c'est important, et c'est important qu'on reparle de ces sujets-là, parce que, vous savez, quand vous posez la question dans une salle, vous demandez d'où vient l'eau. Est-ce qu'on sait d'ailleurs ici d'où vient l'eau du robinet? Parce que les enfants, ils vous répondent, il vient du robinet. Ceux qui ont réfléchi un peu plus, ils disent, il vient du château d'eau. Mais on ne sait même plus d'où elle vient. Et alors qu'elle vient d'à côté. Elle vient de la rivière qu'on traverse tous les jours, et donc il faut qu'on se réapproprie le sujet. Et c'est pas un reproche que je vais faire aux sociétés, mais quelque part, il y en avait tellement, etc. On nous a dit, bougez pas, là, on va vous amener ça à la maison, vous n'aurez juste qu'à ouvrir l'eau du robinet, et puis tout sera bien. Non, c'est pas possible, il faut qu'on se réapproprie le sujet. Ça, c'est terminé. Ah oui. Ça, c'est terminé. L'eau plastifiée, ça va bien. C'est terminé. Merci. Et j'ai envie de vous dire, vous vous rendez compte de pouvoir disposer d'une eau potable au robinet pour tout le monde. Mais c'est une richesse extraordinaire. Vous vous rendez compte la chance qu'on a de partager un projet politique autour de ça. Et encore une fois, je crois que la guerre de l'eau peut avoir lieu. Moi, j'ai été très, très meurtri parce qu'il est arrivé à Jadot l'autre jour, à Sainte-Soline. Jadot, qui va manifester avec normalement ses amis, se fait traiter de crevure par ses amis, enfin par ces gens qui manifestaient. Vous imaginez l'état de tension et de violence qu'il y a derrière tout ça. Cette eau, il va falloir la partager. Alors on peut dire c'est de la faute de ceci, c'est la faute de... On a tous une responsabilité. Et on n'y arrivera que collectivement. Et dans la cohérence, vous l'avez dit tout à l'heure, des politiques publiques. Moi, ce que je regrette, par exemple, c'est qu'on vient d'écrire la PAC, la politique agricole commune. On vient de l'écrire. On vient de partir sur une contractualisation encore de 5 ou 6 ans. On n'ose pas parler de la question environnementale, alors qu'elle est essentielle. Depuis des années et des années, on dit qu'il faut éco-conditionnaliser. Mettre plus de cohérence pour redonner plus de fierté encore à nos agriculteurs. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de sécurité alimentaire, on a besoin de produits de qualité. Et ils le savent, nos agriculteurs. Ils le savent bien. Et j'ai discuté avec l'un d'entre eux hier encore qui me disait « Mais oui, mais regarde, si on n'est pas soutenu, les produits vont venir d'autres pays sans aucun contrôle sur les phytos et tout le reste. » Donc un peu de cohérence dans ce qu'on fait globalement tous. Et c'est ça le vrai sujet. Mais encore une fois, je vais terminer par ça. Je pense que la question environnementale, c'est un vrai sujet de réconciliation. Vous savez, aujourd'hui, la politique, on a du mal. On a du mal, parce que si quelqu'un comprend, il va falloir m'expliquer, moi. On a du mal à trouver des sujets communs où on pourrait partager une vraie ambition, une vraie construction intelligente. Eh bien, les questions environnementales, c'est ça. Préserver la biodiversité, aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. L'eau, ce qu'a dit Dominique sur l'énergie. Voilà des beaux projets de territoire.